il y a quelques années, je me suis intéressée aux politiques publiques de l'eau en Équateur et que depuis, je m'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Et là, je vais essayer de vous proposer un petit travail que j'ai fait en particulier pour cette journée sur le lien entre l'eau et la terre. Donc, ce faisant, je vous précise que j'ai essayé de faire un petit exercice sur le foncier, mais que ce n'est pas exactement ce que je maîtrise le mieux. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'eau et la terre pour l'agriculture équatorienne du point de vue historique et je vous parlerai de l'évolution contemporaine des politiques publiques. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter, parce qu'on parle toujours de l'association et du lien qui existe entre l'eau et la terre. Donc, j'ai essayé de lister sommairement les similitudes et les singularités des deux ressources. Ensuite, je vous présenterai brièvement les caractéristiques physiques et historiques de l'Équateur. Et enfin, je présenterai le processus de la réorganisation politique actuelle. Donc, on dit toujours que la terre ne se cultive pas sans eau et que l'eau ne se gère pas sans la terre. Donc, j'ai essayé d'analyser un peu plus avant les liens entre l'eau et la terre, donc pour l'agriculture, qui paraissent indissociables. Donc, depuis des millénaires, les humains aménagent l'espace pour gérer l'eau et améliorer leurs conditions de production. Même si une multiplicité d'autres facteurs entrent en compte, les mutations contemporaines des modes de production agricole ont des conséquences sur le cycle naturel de l'eau et sur les équilibres de la ressource. L'occupation de l'espace rural et les procédés d'exploitation des terres influent la qualité et la quantité d'eau. De la même façon, la présence d'eau rend possible la production de différentes cultures, parfois même au détriment d'autres. Cela permet de rechercher des spécialisations ou de questionner des droits de propriété sur les ressources foncières. Donc les relations entre l'eau et la terre constituent un enjeu majeur pour les sociétés agricoles. De plus, si ces deux ressources sont liées, elles peuvent être abordées ensemble et elles comportent des similitudes, mais également quelques singularités. Donc parmi les similitudes, on peut préciser que l'abondance ou la rareté des ressources sont des caractéristiques physiques. La distribution des droits d'accès dépend d'arbitrages sociétaux. Localement, les droits sont construits pour tenir compte des réalités écologiques et économiques. Ils sont construits par les sociétés, par les structures étatiques et par des contraintes extérieures. Les droits à l'eau et au foncier sont multiples et superposés, les détenteurs divers, les constructions sociales reflètent les relations de pouvoir et les rapports de force. Cela donne lieu à des conflits liés à deux différents types de contraintes, l'une au niveau des disponibilités globales des ressources et l'autre au niveau des répartitions de l'accès. En fait, pour l'eau comme pour le foncier, une disponibilité moyenne cache des inégalités très importantes entre les acteurs, comme par exemple un petit nombre de personnes ou d'entreprises qui peut contrôler une grande quantité de ressources, alors qu'une majorité de producteurs n'y ont pas accès. Il existe de nombreuses situations controversées, contrastées, avec juxtaposition et dynamiques distinctes. En termes de dimension spatio-temporelle, il faut tenir compte des implications de la gestion des ressources à toutes les échelles, du niveau local au niveau global. Et il faut se rappeler souvent que les situations actuelles sont le produit des évolutions dans de longues périodes. Il y a aussi des singularités qui différencient les deux types de ressources. En fait, on peut qualifier pour le foncier les approches plutôt d'approches statiques ou avec une notion de stock, alors que pour les ressources en eau, on parle toujours de dynamique et de notion de flux. La particularité pour l'eau, c'est qu'en fait, l'accès dépend des flux qui sont toujours partagés entre différents acteurs et dans des dynamiques cycliques.
Les partages font l'objet de litiges entre différents groupes aux intérêts divergents, mais qui disposent de droits d'accès reconnus sur la même ressource. Les conflits spécifiques aux ressources et sont motivés pour des raisons différentes. Pour le foncier, on relève des conflits liés aux droits spécifiques de propriété ou des droits d'usage différenciés. Il y a par exemple des blocages d'accès à la terre ou des marginalisations de groupes sociaux qui sont à chaque fois spécifiques. Il y a des phénomènes d'accaparement par des minorités de producteurs et l'utilisation d'autres groupes sociaux comme main-d'œuvre salariée. Donc il y a différents types de conflits liés aux droits spécifiques de la terre. Pour l'eau, les conflits liés à l'accès à la ressource est aussi lié à l'échelle territoriale. Donc, par exemple, il y a des conflits de l'eau entre différents États qui se partagent des bassins interfrontaliers et qui sont soumis à des réglementations internationales qui ont théoriquement été négociées. Il y a aussi des conflits entre les différentes régions, par exemple pour la gestion d'un grand fleuve ou d'ouvrages d'envergure comme des barrages. Donc cela relève d'une politique publique nationale. Et enfin, il y a des différents types de conflits entre usagers où s'appliquent alors des règles d'usage et locales et nationales. Donc vous voyez qu'il y a une grande diversité de situations. Et cette diversité peut être illustrée par l'exemple de l'Équateur, parce que ce petit pays, en termes de superficie, est remarquable à plus d'un titre. Donc, d'abord, l'Équateur, c'est un pays remarquable parce que c'est un modèle de biodiversité. Il occupe une place exceptionnelle dans l'écosystème terrestre. Il fait partie du club très fermé des 17 pays méga divers de la planète, qui concentrent 75% de la biodiversité du monde. Et cette diversité peut s'expliquer par la conjonction de faits géoclimatiques uniques, la présence des cordillères des Andes, la présence de différents courants marins qui longent les côtes pacifiques, et également l'influence du Niño et du Cromwell. C'est également un pays qui se situe sur la ligne équinoxiale et qui est l'objet d'une intense activité volcanique. Donc l'Équateur est divisé en 4 grandes régions. Une région insulaire, les Galapagos, une région à l'est qui est la région amazonienne qui forme 45% du territoire. Est-ce que je vais arriver? Voilà, cette région-là. C'est une région au climat tropical et où la pluviométrie varie entre 3005 et 4000 mm par an. Donc cette région la zone amazonienne, comme la région côtière, que l'on appelle la costa, sont des régions où les variations de température sont peu marquées, entre 29 et 33 degrés le jour et entre 20 et 24 la nuit. Et enfin, au centre, c'est ce que l'on appelle la Sierra, la zone interandine, bordée des deux côtés par les cordillères des Andes, et au milieu se situe une grande plaine au sol volcanique qui est vraiment une zone très importante pour l'histoire agricole de ce pays et l'histoire également politique, puisque la capitale, Quito, est située dans cette zone-là. C'est une zone, donc, comme je vous l'ai dit, une zone au sol fertile volcanique où on produit des cultures d'une grande diversité, des cultures vivrières, mais également beaucoup de cultures d'exportation, comme les cultures de fleurs et des cultures pour le maraîchage, comme par exemple le brocoli. L'Équateur est le premier producteur du monde en brocoli.
Et c'est aussi une zone importante au niveau de l'hydraulique, puisque c'est la zone où se situent les réseaux d'irrigation les plus anciens du pays. Voilà. Donc, c'est un pays qui est richement doté et ce qui fait dire à certains scientifiques qu'en fait, une partie des déboires économiques de l'Équateur est justement liée à la situation trop favorable et ils qualifient cette situation de malédiction des ressources naturelles favorables, puisque finalement, comme beaucoup d'autres pays qui sont largement bien dotés, on constate que les pays à forte dotation en ressources naturelles ont en moyenne un taux de croissance plus faible que les pays qui n'en disposent pas. L'Équateur est aussi un pays favorisé en termes de ressources en eau, puisque par exemple, il faut savoir que l'Amérique latine représente que 6% de la population mondiale et elle dispose de 28% des ressources en eau douce. Et parmi ces pays bien dotés, l'Équateur, avec ses 28 millions d'hectares et ses 15,9 millions d'habitants, peut de façon très théorique, bénéficier de 29 000 mètres cubes d'eau par personne et par an. Et en fait, ça reste absolument théorique. Et donc, voilà pour la question de l'eau. Par contre, pour les ressources foncières, en fait, sur les 28 millions d'hectares, il y a à peu près un quart du territoire, 7 millions d'hectares, qui sont cultivables. Sur ces 7 millions, 3,1 millions d'hectares pourraient être irrigués. 942 000 hectares le sont de façon officielle, c'est-à-dire que les parcelles ont un droit d'eau, ont obtenu des concessions légales, et environ 350 000 hectares sont également irrigués, mais de façon moins conventionnelle. Mais pourtant, les conditions favorables dont je vous ai parlé s'accompagnent de réels déséquilibres qui ont fortement contribué au changement politique intervenu depuis ces dernières années en Équateur. Et la question de la régulation publique des ressources naturelles est et continue à être une problématique d'actualité. En effet, dès 2007, en Équateur, la question de l'appropriation et de l'inégalité d'accès et des usages aux ressources naturelles ont été des enjeux majeurs et des objectifs de changement des politiques publiques qui ont été initiés par le président Rafael Correa. Donc c'était un des sujets importants de la révolution citoyenne qui doit être mis en place, ou qui est mis en place, je ne sais pas, et qui devait rompre avec le modèle néolibéral antérieur et parvenir à mettre en place ce que l'on appelle le socialisme du XXIe siècle. C'était une stratégie qui vise à créer une démocratie participative plus juste, orientée vers une transformation de l'État et de l'économie nationale. Donc, dès la rédaction de la Constitution qui devait mettre en œuvre cette révolution citoyenne, on annonce dès l'article 12 que l'eau est un droit humain fondamental et un patrimoine national stratégique. De même, l'État doit assurer un accès équitable aux fonciers pour les agriculteurs et interdire la concentration des terres dès l'article 282. Donc, dans le même temps, suite à l'élaboration de cette constitution, il est dressé la liste de 22 lois qui doivent structurer cette révolution et qui sont programmées pour consolider la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Et parmi ces 22 lois, il y a la loi sur l'eau et la loi sur le foncier.
Mais avant d'exposer la situation actuelle, il est intéressant de faire un rapide rappel de la façon dont ont été traitées les questions foncières et l'irrigation à travers l'histoire de ce pays. Donc, avant la colonisation espagnole, il est généralement admis que l'organisation politique des sociétés rurales était constituée autour de chefs que l'on nommait caciques, qui administraient la société et les ressources présentes sur un territoire. Donc chaque participant œuvrait à des travaux collectifs et ensuite une redistribution était réalisée. Les territoires étaient aménagés de façon collective, l'irrigation et l'exploitation des sols étaient assurées de façon communautaire. Ensuite, avec la colonisation espagnole, les communautés indigènes sont progressivement privées de l'accès aux terres qu'elles cultivaient et les communautés sont généralement rattachées à une hacienda et la propriété privée du sol, inconnue jusque-là, devient la règle. Donc, au niveau de la couronne d'Espagne, il existe à partir de 1680 une loi, la Ley de los Reinos de las Indias, qui indique qu'en fait les Indiens doivent vivre librement sur leur territoire comme les autres vassaux de la couronne d'Espagne. Mais dans la réalité, progressivement, les colons prennent le contrôle des territoires et s'accaparent systématiquement des ressources naturelles. Donc, à partir de ce moment-là, la production agricole prend une grande importance et les réseaux d'irrigation se multiplient. Il se développe à partir de ce moment-là une élite sociale et religieuse qui prend le contrôle économique sur le pays, alors que la couronne d'Espagne ne conserve que le pouvoir politique. Et différentes querelles entre les colons et les délégués de la couronne font que progressivement se dessinent les processus initiateurs de l'indépendance. Ensuite, après 300 ans de domination coloniale, en 1830, l'Équateur devient une république indépendante. Et là, les grands propriétaires fonciers, les acteurs latifundistes, s'assurent que la nouvelle république ne prenne pas de dispositions qui soient contraires à leurs intérêts et ils obtiennent ainsi des nouvelles lois assez arrangeantes qui continuent de garantir leur propriété sur les terres qui étaient anciennement communautaires. Il faut attendre la première réelle tentative de transformation en 1908, durant la période de la révolution libérale, sous la présidence d'Eloy Alfaro, qui édicte la loi de beneficencia ou de manos muertas. C'est une loi de bienfaisance qui exproprie les congrégations religieuses et qui fait en sorte que les biens religieux sont dorénavant considérés comme biens de la République et les revenus de ces propriétés sont utilisés pour le bien public. Ensuite, il faudra attendre jusqu'au début des années 60 pour que différents processus convergent pour mettre en cause la structure agraire existante. L'ascension, comme l'ascension des mouvements paysans et indigènes, les tentatives de modernisation à l'intérieur même du groupe des propriétaires terriens, et surtout l'influence politique de la réforme agraire qui est initiée après la révolution cubaine. Donc cet ensemble d'événements indique un danger pour l'État et l'État réagit en considérant qu'il est nécessaire de faire une loi qui permette de restructurer la propriété sur le foncier. Donc en 1964, avec le programme Alliance pour le progrès, l'État impose une réforme agraire et crée l'Institut équatorien de réforme agraire. Donc dans un premier temps, il s'agit d'éliminer les relations précaires de production, de fractionner les haciendas de l'État et d'affecter les parcelles aux paysans qui en sont dépourvus. Et dans un second temps, il s'agit aussi de coloniser des espaces nouveaux, d'étendre la frontière agricole. Et enfin, un point aussi qui est important, il s'agit aussi de combattre le syndicalisme agricole qui est influencé par les partis de gauche. Donc,
Contrairement à ce qui était espéré, c'est à ce moment-là que naissent les nouveaux mouvements de lutte pour la terre, comme la FENOC et Equarunari, qui sont encore aujourd'hui des organisations paysannes influentes, et dont la consigne est « la terre pour ceux qui la travaillent ». Et cela devient un slogan qui est repris dans tout le pays. Même l'Église décide de réaliser un propre processus de réforme agraire à l'intérieur de son propre patrimoine. Donc il faut ensuite attendre les années 70, voyant que les effets de cette réforme agraire imposée n'agit pas. En fait, il faut attendre les années 70 pour que la pression sur la terre se radicalise et qu'il commence à courir une consigne dans le monde agricole qui est avec ou sans loi, nous ferons une réforme agraire. En cela, le monde paysan est soutenu dans son initiative par la CEPAL, qui est en vogue en ce moment-là et qui a comme conception que la réforme agraire constitue un thème de justice sociale et que dans le cadre de la théorie de la modernisation, on doit soutenir un processus de réforme agraire qui va permettre dans un second temps une industrialisation qui est soutenue dans le modèle de substitution des importations que la CEPAL encourage. Donc, l'argument, c'est que la réforme agraire doit améliorer les revenus des paysans, la capacité de production de l'agriculture, fournir des matières premières pour d'autres secteurs d'activité, que la réforme agraire doit aussi libérer de la main-d'œuvre pour d'autres secteurs, pour le secteur industriel, et qu'elle doit aussi faire pression sur les autres propriétaires, les moyens et les grands propriétaires, pour qu'ils se sentent obligés, eux aussi, de moderniser leur exploitation et de se convertir en véritables entreprises agricoles. Donc cette conception du développement des forces productives est celle qui prévaut dans la loi de réforme agraire de 1973, donc la seconde loi de réforme agraire, qui est promulguée par le gouvernement militaire nationaliste de Rodrigues Lara. Dans le même esprit, une année avant, est aussi rédigée une loi sur l'eau qui indique que l'eau est un bien national d'utilisation publique qui est exclu du marché et dont la propriété est inaliénable et imprescriptible. Ensuite, pendant les années 1970-80, ces lois sont systématiquement dénoncées comme lois confiscatoires. Les grands propriétaires terriens ont différentes tentatives pour faire changer les lois, mais il faut attendre 1994 pour que la loi de développement agricole déroge à la législation sur la réforme agraire. Cette loi fait la promotion du marché de la terre. Elle élimine toutes les restrictions possibles sur le transfert des petites propriétés. La moyenne et la grande propriété est garantie par l'État et on autorise le fractionnement des terres communales et leur transfert à des tiers via le marché. Cette dernière disposition fera vraiment beaucoup de tort aux communautés paysannes qui jusque-là avaient encore des territoires qu'ils utilisaient en commun. Sur le plan institutionnel, on élimine l'IERAC que l'on remplace par un institut de développement agricole qui entend promouvoir l'agriculture mais sans parler de réforme agraire. Donc à partir de ce moment, la situation conflictuelle est liée à la pression sur le foncier, à la pression qui est faite pour l'enregistrement des droits de propriété sur les terres. Donc c'est un programme qui est appuyé par la BID, par la Banque interaméricaine du développement, qui finance le projet de régularisation et d'administration des terres agricoles, le PRAT, et par la Banque mondiale qui soutient un processus de crédit pour l'accès au marché pour les agriculteurs. Il est en même temps, conjointement, on encourage la mise en œuvre d'une privatisation de l'eau à travers un processus technique de modernisation et un processus technique de modernisation de l'irrigation.
Initialement, pour les réformes agraires, il s'agissait de faciliter la consolidation du capitalisme en promouvant la transformation des grandes haciendas en unités de production capitalistes et en générant l'accès à la terre par la colonisation de nouvelles terres. Mais cela s'est transformé en une multiplication de minifundios. La loi de développement agricole de 1994, elle, rompt complètement avec ce schéma et elle définit comme primordial l'élimination des obstacles légaux et institutionnels qui entravent l'insertion de l'agriculture dans le capitalisme agroalimentaire international. Ainsi, après 40 ans d'intervention publique, la réalité des structures agraires en Équateur reste toujours profondément inégalitaire. Par exemple, on peut citer qu'entre 1964 et 1994, la surface totale qui a fait l'objet de transactions pendant la réforme agraire est de 900 000 hectares, c'est-à-dire 3,4% de la superficie du pays. Et pour la partie colonisation des terres, c'est 7 fois plus, soit 6,36 millions d'hectares, soit 23% du territoire. On note également que les unités de production agricole les plus petites ont augmenté en nombre et en superficie, et qu'en même temps, on assiste à un phénomène de concentration parmi les plus grandes. Donc la tendance inégalitaire est maintenue malgré le processus de réforme agraire. Alors, quels sont les phénomènes qui permettent ce contrôle sur les terres ? D'abord, il faut dire que le type de concentration du foncier que l'on constate dans les années 2000 n'est pas du même type que celui qui a prévalu dans les années 50 avec son usage extensif des terres cultivables et d'une utilisation assez partielle de l'irrigation, et tout cela au sein d'un système de pouvoir très autoritaire. Il s'agit maintenant d'un système d'accaparement par les moyens et les grands propriétaires et d'une grande concentration de capitaux qui renforce les capacités de l'entreprise et qui permet une grande spécialisation et une grande technification des activités agricoles. Donc, quels sont les mécanismes de contrôle ? Par quel biais passe-t-il ? En fait, d'abord, on peut lister le système qui a le moins évolué, c'est le système de l'hacienda qui se maintient toujours en élevage extensif. C'est le cas dans certaines zones de la Sierra. Il y a aussi le cas des haciendas d'élevage qui se convertissent en entreprises de floriculture pour l'exportation. C'est aussi dans la zone de la Sierra. Il y a aussi un mécanisme d'accaparement progressif par la multipropriété. En fait, ce sont des groupes d'entreprises ou des conglomérats d'entreprises qui achètent des parcelles, y compris des petites parcelles d'un demi-hectare à 5 hectares, et ces parcelles sont vendues par des agriculteurs de façon volontaire ou forcée, et ce système de multipropriété permet de s'orienter vers l'agro-exportation, et les propriétaires forment ainsi des différentes propriétés annexes qui peuvent être distantes des unes des autres, mais qui en réalité concernent très peu d'entreprises. Il y a également des concessions qui peuvent être octroyées par l'État à des entreprises privées pour des activités minières, des mines ou de l'exploitation d'hydrocarbures ou de l'extraction du bois. C'est un mécanisme spécifique de contrôle de la terre et de l'eau, car les activités agricoles passent au second plan. Et cela concerne tout de même 100 000 hectares qui ont ainsi été concédés, soit en Amazonie pour l'extraction d'hydrocarbures et de mines, et soit sur la costa ou la Sierra pour plutôt les mines et l'extraction de bois. Il existe aussi un contrôle du foncier et de la production par l'agriculture sous contrat. C'est ce que les agriculteurs eux-mêmes qualifient d'arrangements inégaux entre le tiburon et la sardine, entre le requin et les sardines, pour bien exprimer l'idée que c'est complètement
complètement déséquilibrés. Et cela permet de constituer des systèmes monopolistiques orientés vers le marché des produits agricoles et alimentaires. Ça permet aussi de contrôler la main-d'œuvre paysanne et aussi de ces terres par un système productif, un processus productif qui détermine jusqu'aux variétés végétales et animales utilisées sous ce système de contrat. Et ça impose aussi toute une chaîne technologique qui est associée. Donc ça concerne par exemple dans la Sierra la production de brocolis, d'artichauts ou de pommes de terre. Et sur la costa, le maïs dur et les fruits pour l'exportation tels que les mangues par exemple. Il peut s'agir aussi de constitution de réserves naturelles sur des terres qui sont considérées comme communautaires, publiques ou privées. La création de réserves de production génétique est aussi un moyen de contrôler la terre, parce que la loi de 1981, qui est toujours en vigueur, indique que le patrimoine des aires naturelles est inaliénable, mais dans la réalité, il existe des tentatives de détournement, comme par exemple l'exemple célèbre en 2005 de cette entreprise ukrainienne qui a failli obtenir le droit de faire des études sur la moitié des terres Waorani. Et en fait, il a fallu une dénonciation d'une ONG pour permettre le maintien des droits des populations amazoniennes sur leur territoire. Donc, les dynamiques d'usage de la terre et de l'eau dépendent des orientations des politiques publiques sur les marchés nationaux comme à l'international. Et donc, au cours de la période de globalisation récente, l'orientation vers l'exportation de produits exotiques et l'importation de produits pour l'alimentation étaient devenues les tendances dominantes avec des impacts sur les structures agraires et l'accès à l'eau et plus largement sur les économies paysannes. Donc, par exemple, face à un investissement de 500 000 $ l'hectare pour une production de roses sous serre, en fait, les petits producteurs locaux de lait ou de pommes de terre ne peuvent pas rivaliser. Face à la domination des rares entreprises nationales, comme par exemple les grandes sociétés comme la Pronac qui englobe toute la chaîne de valeur de valeur alimentaire qui va de la production à la distribution ou de la commercialisation, les chaînes de commercialisation de la chaîne de magasins Supermaxi, ou alors les gros agro-exportateurs dont les marques sont connues, la Dole ou les bananes Nobo. Donc, face à cela, l'espace des économies paysannes s'est de plus en plus réduite et les petits agriculteurs se convertissent de plus en plus et deviennent des ouvriers de grandes entreprises ou des salariés d'entreprises de transport ou se dirigent vers le secteur informel. Et pendant que le gouvernement constate l'augmentation de 5% de croissance pour l'agriculture en 2007, les 25 principales entreprises agroexportatrices croissent de plus de 21%. Donc, en Équateur, les ressources naturelles se dirigent progressivement vers la grande entreprise, alors que 25% de la diète alimentaire est fournie par la petite agriculture. Par des agriculteurs qui sont en majorité pauvres, puisque 60% de la population rurale est pauvre et souvent dénutrie. Donc la dénutrition touche 26% des zones rurales et 41% des zones indigènes. Donc il s'agit de renouveler, à partir de ce constat, il s'agit pour la révolution citoyenne de renouveler le modèle de développement et de poser la question de la répartition des ressources et de leur usage dans le cadre d'une politique agricole publique. Donc cette révolution citoyenne est proclamée en 2007
Le président dénonce le modèle néolibéral et propose une nouvelle approche davantage orientée vers l'intégration sociale et territoriale et souhaite respecter la diversité. Le but étant de satisfaire les besoins nationaux et de construire un État démocratique et harmonieux. Il prône pour ce faire un contrôle public accru sur les ressources naturelles et sur l'ensemble de l'économie. Il propose de réformer le cadre légal national et les politiques publiques. Et enfin, pour parvenir à cela, il indique qu'il faut rédiger un nouveau cadre programmatique et c'est pour ça qu'une nouvelle constitution est rédigée dès 2008. Il faut dire que ce programme est fortement influencé par le fait que Rafael Correa est économiste du développement, et qu'il souhaite en fait, en quelque sorte, essayer d'appliquer à son pays ces idées qu'il a développées jusque-là dans ses travaux universitaires. Donc il souhaite renforcer le rôle régulateur de l'État, planifier l'économie, protéger l'industrie nationale et l'emploi. Il veut une croissance basée sur l'augmentation des revenus et la distribution des richesses. Donc il souhaite mettre en place un état du bien-vivre, le fameux Buen Vivir ou le Sumak Kawsay dont on parle beaucoup, on pourra peut-être en parler par la suite. Pour réduire les inégalités, il souhaite agir contre les déséquilibres persistants qui existent et il s'agit de changer la structure agraire, le modèle agricole dominant, et il veut parvenir à une souveraineté alimentaire. Parce qu'en fait, il part du constat que le déséquilibre est vraiment persistant, qu'il existe un accès très inégalitaire et que le coefficient de Gini est de 0,81, qui est un indice très défavorable dans son pays, et qu'en matière, par exemple, d'accès à l'eau agricole, seulement 37% des unités de production familiale ont accès à l'eau, contre 63% des unités exploitatrices, que le foncier est la propriété de un peu moins d'1%, que 46% des terres sont la propriété de moins d'1% de la population. Qu'entre 2006 et 2013, on fait le constat que la pauvreté rurale, malgré tout, baisse de 60 à 40%. Mais c'est surtout lié à la mise en œuvre et à l'augmentation du système de bons de développement humain, c'est-à-dire que c'est un soutien financier qui est accordé aux plus pauvres du pays, et ça concerne 1 200 000 personnes en Équateur. Il faut remarquer aussi que, par exemple, sur l'année 2013, il n'y a pas d'amélioration de la production agricole. Le système national d'information de gestion des terres agricoles estime que 50% du foncier est mal utilisé et que l'on utilise encore en Équateur qu'à peine 35% de graines certifiées. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes agronomiques. Et enfin, on constate qu'encore en 2014, les propriétés de moins de 10 hectares constituent 76% du total des exploitations et seulement 12% du foncier agricole. Et à côté de ça, il y a 616 familles qui contrôlent plus de 3,5 millions d'hectares, que 720 000 familles détiennent une superficie de 2,4 hectares. Donc et que les terres irriguées les plus étendues sont encore destinées aux cultures d'exportation. Donc face à ce constat, pourtant, si Rafael Correa souhaite aider les plus fragiles, il considère dans un même temps qu'il faut encourager la modernisation de l'agriculture, et il indique pour bien poser son idée que la petite propriété rurale va à l'encontre de l'efficience productive et que répartir une grande propriété en plusieurs petites, c'est répartir la pauvreté. Donc, il faut agir différemment.
Au niveau du cadre institutionnel, en fait, il faut considérer la Constitution de 2008 comme la trame programmatique du gouvernement coréen. Et les premières mesures qui sont prises et qui sont listées très précisément dans la loi concernent la refondation des institutions publiques, la réhabilitation surtout de l'État sur l'économie. Les différents articles annoncent la recherche de la souveraineté nationale comme une priorité. Cela signifie qu'il faut garantir l'alimentation en termes durables sur la base d'une agriculture paysanne. Il propose des changements de la structure agraire avec des processus de redistribution, de systèmes de frein à la concentration du foncier et de l'eau. Et il introduit aussi quelque chose qui est très nouveau, le respect des droits de la nature. Et tout cela a comme objectif de développer l'agriculture familiale. Donc, pour compléter la Constitution de 2008, en 2009, une loi sur la souveraineté alimentaire est adoptée afin d'obliger l'État lui-même à mettre en œuvre les moyens de parvenir à cet objectif qui doit garantir au peuple équatorien l'autosuffisance d'aliments sains, nourrissants et culturellement adaptés, et ce, de forme permanente. C'est l'article 1er de la loi sur la souveraineté alimentaire. Mais en même temps, il faut quand même remarquer que le budget du ministère de l'Agriculture, qui est chargé de transformer ce paysage agricole, est 6 fois moins important que le budget du ministère de la Défense, par exemple, ou 4 fois moins que celui du transport. Et que l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'élevage n'a que 47 techniciens. Donc il faut quand même relativiser. Le ministère de l'Agriculture est quand même chargé du développement rural national et pour ce faire, il met en place un plan national de développement. Donc ce plan qui indique qu'il faut supplanter le modèle primaire exportateur et propose comme base de transformation la redistribution de la richesse et de la propriété. Et il a comme objectif de réduire l'indice de pauvreté à 0,65, ce qui implique de manière très précise la réaffectation de 2 millions d'hectares. Il est facile d'imaginer le processus de confrontation. Le processus de confrontation que cela implique entre le gouvernement et les agro-exportateurs. Cela imposerait une modification dans le schéma de l'agro-exportation et initierait la déconcentration des terres. Ensuite, comme nous le verrons, les deux sous-secrétariats sont chargés de l'exécution des politiques nationales, mais n'ont en fait que peu de poids sur le processus de décision. Donc, en matière d'institutions directement liées à la gestion de l'eau, nous avons le secrétariat national de l'eau, qui est un véritable ministère de l'eau et qui est chargé de définir le cadre d'orientation des organismes publics et la trame des plans provinciaux qui doivent s'en inspirer. Donc il annonce la priorité au soutien à l'agriculture familiale afin d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. Donc pour parvenir à cet objectif, il s'agit d'augmenter la superficie irriguée, d'accroître son efficience par l'adoption de la technique, en particulier du goutte à goutte, et il s'agit aussi de renforcer les capacités et la formation des organisations paysannes. Donc, le plan national de l'irrigation et du drainage présente, lui, le processus de transfert de compétences de l'irrigation et le nouveau plan de gestion. Il précise les rôles de chacune des institutions qui sont impliquées dans le domaine de compétences et leurs possibilités d'action. Donc, le gouvernement central doit assurer la planification, la régulation et le contrôle des ressources en eau. Il doit assurer la gestion des systèmes polyvalents. Les systèmes polyvalents sont par exemple les barrages à double destination usage agricole et usage hydroélectrique par exemple, les systèmes biprovinciaux et les systèmes binationaux. Ensuite, les gouvernements provinciaux assurent la planification, la régulation et le contrôle des ressources au niveau provincial, comme son nom l'indique. Cela inclut la technification de l'irrigation parcellaire et
ils ont en charge aussi la participation au renforcement des capacités des organisations paysannes. Enfin, les organisations paysannes participent à la formulation de la planification locale et de sa mise en œuvre et participent aussi à la gestion des systèmes et à la perception des taxes. Bon, donc le plan national de l'irrigation et des drainages, d'accord, je vais y arriver, affirme un certain nombre de principes qui reprennent en fait les idées qui sont déjà incluses dans la Constitution et dans la loi de souveraineté alimentaire. Donc, quant à la loi sur l'eau est le résultat d'un processus qui a duré sur 7 années. À partir du moment où la révolution citoyenne s'est installée, il a été question de rénover la loi sur l'eau de 72. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer précisément toutes les difficultés qui ont été liées à cette proposition. En fait, il y avait deux idées principales. En fait, il y avait d'un côté les agro-exportateurs qui poussaient pour avoir une loi plus libérale et plus facile et qui permettrait éventuellement à terme une privatisation de l'eau. Et de l'autre côté, des propositions à visée plus indigéniste où on demandait à avoir une reconnaissance plus nette des capacités des populations autochtones et des populations utilisatrices des droits de l'eau. Donc il y a eu des grandes discussions, des grandes manifestations populaires. Il y a eu un premier abandon de ce projet de loi compte tenu de la virulence des manifestations paysannes. Mais finalement, comme l'Assemblée nationale a décidé que cette loi sur l'eau était importante puisque c'était quelque chose qui était inscrit dans la Constitution. En 2012, on a repris des discussions et finalement, en 2014, on a réussi à obtenir un consensus entre les partis et finalement, la loi est adoptée. Mais la loi a été adoptée, il y a quand même encore quelques difficultés liées à cette loi. Et on voit ici, c'est un article qui est paru dans la presse en juin 2014 où, dans le même temps, Correa dit dans l'article qu'il remercie l'Assemblée d'avoir approuvé la loi sur l'eau, que finalement, même dans ce pays, on arrive à obtenir un consensus, c'est ce que fait remarquer Correa. Il fait remarquer aussi que, de toute façon, cette loi sur l'eau n'était pas indispensable, mais bon, c'était une obligation qui était inscrite dans la Constitution, donc on s'est exécuté. Et dans la rue, on voit en fait les pros et les anti-loi sur l'eau qui sont séparés par une colonne de policiers. Alors, je regrette parce que, en fait, c'est maintenant qu'on va parler un petit peu plus du foncier, mais en fait, ce que j'ai dit sur l'eau vaut aussi sur le foncier, cette hostilité et ces deux groupes qui s'affrontent quant aux objectifs de loi sur l'eau. Il semblerait, dans un premier temps, qu'il y ait eu une première proposition faite sur une proposition d'initiative populaire qui aurait dû être déjà étudiée à partir de 2012, mais là c'est Alianza País, le parti politique dont est issu Correa, qui a freiné le projet parce que c'était un projet qui était porté par les organisations paysannes, donc c'était un peu trop partisan à leur goût, donc ils ont bloqué cette loi. Et là, de nouveau, c'est l'Assemblée nationale qui a remis le projet d'une nouvelle loi sur le foncier sur le tapis. Et donc, on recommence à parler d'une loi sur le foncier. La première mouture parlait d'une loi sur les terres productives. Et ça, en fait, il y a eu une telle opposition que finalement, même le titre ne faisait pas consensus. Donc, on a changer le titre, et là maintenant ça devrait être une loi sur les terres rurales et les territoires ancestraux pour tenir compte en fait des appréciations amenées par les sociétés rurales.
Donc il y a les premières concertations ont lieu en janvier 2015, donc les premières réunions ont eu lieu très récemment. Il s'agissait dans un premier temps de simplifier les procédures parce que, en fait, comme je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire, le plan de tiers, en fait, c'est un reliquat des terres publiques qui sont aujourd'hui aussi en jeu. Donc on souhaite, enfin l'État souhaite répartir ces terres et il y a tout un système d'octroi. Mais il y a une procédure qui paraît assez difficile à maîtriser pour les gens qui demandent ces terres, puisqu'il y a 30 000 demandes en souffrance au sous-secrétariat de la terre et de la réforme agraire. Donc, on demande dans ces premières réunions de simplifier les procédures, de combattre la non-utilisation des propriétés agricoles qui sont utilisées en expansif ou qui ne sont pas utilisées du tout. On demande d'envisager un processus d'expropriation, de redistribution qui soit indiqué dans la loi et également une interdiction de la concentration des terres. Donc, tout ceci pour arriver à une conclusion. On parle en Équateur aujourd'hui d'un renouvellement de la matrice productive. C'est le vocabulaire utilisé en Équateur. Mais en fait ce renouvellement lié au fait que en fait, la politique agricole privilégie l'exportation dans une approche purement macroéconomique. Et que la lutte pour la pauvreté rurale est abordée surtout sous l'angle de la redistribution financière, sans véritablement faire un effort au niveau de la transformation des cultures agraires. Il semble qu'il y ait un double discours en fait, qui entraîne de réelles difficultés de concertation entre les différentes parties prenantes. Et en fait, ce que certains appellent la nouvelle matrice productive, d'autres appellent ça le néo-extractivisme. Et en fait, on peut se poser la question de savoir si c'était vraiment ça l'objectif de ce que l'on a ou de ce que l'on appelle la révolution citoyenne en Équateur. Voilà. J'ai un peu trop dépassé, excusez-moi. Voilà. S'il me semble, tout au début, tu as dit, en faisant la comparaison entre eau et terre ou eau et foncier, que pour l'eau, on parlait de dynamisme et que pour les terres, il me semble, je ne sais pas si c'est le terme immobilisme, enfin, tu as opposé les deux. Or, en fait, dans toute ton intervention, tu montres que le foncier, les terres sont en permanence modifiées ou accaparées, réforme agraire. Donc, bon, voilà, c'est une idée qui passe à travers les textes, qui dit que le foncier, c'est pas dynamique. Or, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était aussi dynamique que l'eau, en fait. Voilà. Oui. En fait, lorsque je parle de stock, de flux et de dynamique ou de statique, je me réfère à l'objet physique. Je ne me réfère pas à l'exploitation de la ressource. En fait, je parle juste du fait que l'eau, c'est dynamique du fait qu'on parle de flux. En fait, c'est quelque chose qui se déplace physiquement. Et que la terre, en fait, c'est quelque chose de figé. Mais je ne parle pas après de l'exploitation qui est faite sur la ressource en tant que telle. Ouais. Non, c'est vrai, c'était... J'ai une question, non, sur les dernières questions que tu as ouvertes au débat d'un extractivisme, non, ou de faire une politique de faire face au problème de distribution de la terre, non? Vraiment, est-ce que dans le cas de l'Équateur, le néo-extractivisme, non, la production agricole industrielle, normalement, si on regarde un secteur d'exportation très important, comme par exemple dans le cas d'Almeria en Espagne, ou le cas de production de fleurs, dans un pays comme l'Équateur, ne sont-ils pas
basé sur les pauvres comme main-d'œuvre principale, non? Parce que, par exemple, quand on va en Almeria, non? Toute la main-d'œuvre, ils sont des immigrants illégaux ou presque. Et il y a des conditions de travail qui sont très dures, avec des problèmes de santé pour l'utilisation de pesticides et tout ça. Il n'y a pas je sais pas, une réaction sociale à ça pour je ne sais pas si je m'arrive à expliquer bien. Comme l'agriculture industrielle est basée pour être, comment dire, pour qu'il y ait un gros revenu, un peu sur l'exploitation aussi des main-d'œuvre en bonnes conditions. Non? Il n'y a pas un contraste avec notre activité. O sea, comment c'est possible de dire on va faire une politique, refaire la matrice productive et finir avec la pauvreté? Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je m'expliquais, sinon... En fait, je peux te donner deux exemples. En fait, dans la Sierra, c'est souvent... on donne l'argument du fait qu'effectivement, les entreprises, par exemple, de floriculture, donnent du travail aux gens. Mais en réalité, les entreprises se sont installées à la place d'eux. Donc, à la place de petits exploitants. Donc, effectivement, oui, les entreprises donnent du travail, mais c'est à défaut, parce qu'en fait, on a détruit les systèmes précédents et on justifie en fait l'installation de nouvelles entreprises par ça, en disant oui, mais vous voyez bien, c'est une démarche où c'est gagnant-gagnant, les gens ont du travail, etc. Mais en réalité, c'est parce qu'on détruit ce qui s'est fait avant qu'on est obligé de trouver une ressource nouvelle à des gens que l'on a écartés de leur système antérieur. Et sur la zone côtière, c'est encore plus violent parce que, en fait, dans le système de production, par exemple, pour les bananes, oui, surtout pour la banane, mais aussi pour la canne à sucre, en fait, ce sont des entrepreneurs ou des groupes d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément équatoriens, qui achètent progressivement de petites exploitations et qui, par captation de parcelles autour, c'est presque un système d'étouffement, en fait. On capte d'abord l'eau, on capte ensuite la possibilité par exemple, je pense en espagnol, d'avoir un chemin qui te permette l'accès jusqu'à tes terres. Les grandes entreprises, ferment les routes physiquement. Donc, progressivement, en fait, les petits agriculteurs, ils n'ont pas d'autre moyen que de vendre et de se retrouver en situation de main-d'œuvre et dans des conditions assez difficiles. Et l'argument de Correa pour l'extractivisme, c'est de dire, mais vous voyez, on ne peut pas être pauvre assis sur un sac d'or. Il faut absolument que l'on utilise la richesse que l'on a. C'est comme ça qu'il parvient à justifier quelque chose qui finalement est assez contraire à ce qui est indiqué dans la Constitution qu'il a lui-même participé à rédiger, quoi. Peut-être, moi j'ai une remarque ou un complément à ce que tu as dit. C'est bon, tout Correa pour ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un énoncé de principes politiques, d'ajustement, de réforme, de rééquilibrage. Et il y avait peut-être un grand espoir. C'est un pays où les professionnels de l'eau et du développement rural ont été extrêmement actifs dans la critique des régimes précédents. Et aussi dans l'espoir d'un plan de développement agricole qui mettrait fin à l'accaparement de l'eau, 70-80% de l'eau détenue par très très peu d'acteurs,
au niveau global du pays. Et donc ce basculement vers un rééquilibrage de l'accès aux ressources, il s'est pratiquement pas produit, ou très marginalement, ou à l'occasion d'opérations de technification du goutte à goutte, mais bon, qui étaient déjà lancées depuis 20 ans ou 30 ans dans certains cas, comme le cas que tu as étudié dans ta thèse. Donc c'est vrai que c'est un pays où les pratiques actuelles de régulation finalement se retournent contre la plupart des plus petits, quoi. Mais il y a quand même des nuances régionales ou locales. Par exemple, la province du Tungurahua, où on va retrouver des zones qui ressemblent beaucoup à la Huerta de Valencia en termes d'occupation par les petits propriétaires métis et indiens, qui se sont qui par des luttes sociales ont réussi à récupérer les droits d'eau qui leur avaient échappé. Donc il y a des lieux du pays où il y a des transformations, mais qui ne dépendent pas finalement de la sphère publique ou politique, qui s'en accommodent, et d'autres où c'est une catastrophe. On a vu récemment un petit film réalisé sur l'accaparement des terres pour la canne à sucre dans la partie côtière, qui fait peur, puisqu'il y a 2 ou 3 entreprises qui effectivement on procède à l'élimination, pas physique des gens, mais enfin qui les éloigne définitivement des terres et de l'eau captée, et puis donc des quelques paysans qui prennent le courage de s'exprimer pour dénoncer ces processus-là. Et c'est un courage, parce qu'en face, c'est pas des petits acteurs. Donc, j'ai commencé à parler de l'histoire et des difficultés des différentes étapes en lien avec l'agriculture paysanne, parce que ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'en fait, le cadre qui a été construit et qui est affiché en Équateur aujourd'hui, qui fait référence au Sumacauchal, qui est vraiment un paradigme ou une idée, un modèle qui est vraiment issu d'une conception indienne de l'espace, de la vie, de tout ce qui est gestion des ressources et du vivre ensemble. Tout ça, ça a été repris dans les premiers textes qui ont été produits par la Révolution citoyenne. Et ce qui est d'autant plus grave et d'autant plus difficile à accepter pour les gens qui ont cru et qui ont participé à la rédaction de ces textes, c'est que maintenant, en fait, ils se rendent compte qu'il y a 1000 lieues entre ce qui... C'est toujours le cas, mais là c'est paroxystique, quoi, parce qu'en fait, on met dans la loi, donc on pourrait croire que, comme c'est dans la Constitution, quand même, la Constitution, c'est un cadre qui fait quand même référence habituellement, qui aurait un impact sur les politiques publiques et sur la réalité économique. Mais en réalité, c'est resté vraiment qu'au niveau du discours, et après, la pratique est frontalement en contradiction avec le discours. Alors, il y a une question qui vient de personnes qui nous suivent sur Internet. Quand vous parlez des grandes entreprises, vous pensez à quelles entreprises? Quel est le lien entre ces entreprises et les pouvoirs locaux et nationaux? Lorsque je parle de grandes entreprises, je parle des grands agro-exportateurs comme Dole ou Noboa, qui est le premier producteur de bananes au monde. Et en fait, c'est quelqu'un qui, lors des premières présidentielles lors des présidentielles de 2007, c'était le concurrent de Rafael Correa. Donc il y a effectivement un lien très fort entre les partis politiques et les grands propriétaires terriens qui sont agro-exportateurs en ce moment. Là, c'est en fait toute la partie
les partis de droite, en fait, sont souvent représentés par de grands propriétaires terriens. Donc il y a un réel lien entre la production, l'agro-exportation et le monde politique. Oui, vas-y. J'ajouterais aussi qu'il y a des tentatives d'appliquer des modèles internationaux de gestion intégrée de l'eau selon le principe des bassins versants qu'on voit partout et qui interfèrent avec cette question du foncier et de l'eau, parce que la gestion intégrée par bassin versant constitue un peu une redistribution des ressources quelque part, avec des contradictions entre ce que fait l'État, entre ce que font les différentes entreprises, les communautés indiennes ou paysannes. Il y a un exemple en Équateur d'une tentative de gestion intégrée au sud vers Cuenca. J'ai un trou de mémoire sur la rivière qui va qui fournit de l'eau aux communautés indiennes les plus radicales, les plus défenseurs des spécificités culturelles, de la gestion collective, du bien commun, façon Elinor Ostrom, mais avec vraiment un processus d'attaque, c'est pas du tout passif. Et puis en bas, vous avez les plus grosses entreprises de bananes qui récupèrent l'eau qui est drainée des Andes, et on imagine des constructions où ces personnes seraient capables de s'entendre définitivement sur les ressources en eau, alors qu'elles sont dans une confrontation de modèles de survie. Et évidemment, ceux des bananes sont plus puissants sur le plan économique, mais ceux des montagnes sont plus puissants sur le plan politique et démographique, on va dire. Donc on a des tensions à l'intérieur du pays sur ce type de modèle appliqué. La Senagua aussi ayant adopté des principes de planification autour des ressources en eau qui sont très très loin de prendre en compte les aspects sociaux, politiques, les territoires gérés par tous les collectifs, qu'on appelle des juntas de aguas, qui sont héritières de toute l'histoire indienne et de l'histoire coloniale, puis de l'histoire du XXe siècle, mais en fait qui sont toujours là en termes d'acteurs et d'opérateurs. C'est-à-dire ce qu'on a vu aussi sur Valencia, je dis ça un petit peu aussi dans l'esprit de conclure un peu cette journée, c'est que la gestion de l'eau et du foncier, elle s'insère à différentes échelles, elle est multiscalaire, comme on dit, et tous les opérateurs intermédiaires sont un peu gommés de la représentation, de l'écoute, et ils réalisent des choses localement qui sont assez intéressantes, mais qui sont pas articulées avec les niveaux politiques, ou parfois ignorés délibérément. Voilà. En fait, il faut dire que Correa, tout l'argumentaire qu'il a mis en avant pour être élu une première fois en 2007, c'était justement la question de la rupture. Il s'adressait en plus, en majorité, à la population rurale et aux communautés, enfin, et aux Indiens en particulier. Et en fait, tout son argumentaire, c'était, en fait, je comprends les choix qui ont prévalu jusque-là n'étaient pas les bons. Moi, je vous propose une rupture. On va arrêter avec les organisations internationales. On va rompre avec tout ça. On va construire un modèle qui sera précurseur parce que complètement innovant et qui sera basé sur nos principes de vie. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler du Sumakaushari. Il a même prononcé certains de ses discours en quechua pour être bien compris et pour avoir l'adhésion des populations locales. Et en fait, c'est aussi de ce mouvement-là qu'est né l'espoir et ensuite la frustration quand on s'est rendu compte que finalement, entre ce qui avait été construit dans les premières années jusqu'en
enfin, ça a été très court parce que de 2007 à 2009, en fait, on a vraiment construit les principales réglementations et les différentes institutions qui devaient porter ce projet. Et ensuite, à partir de 2009, les choses ont commencé à déraper parce que, en fait, c'était aussi la crise en Europe. Donc, le retour d'argent des migrants arrivait beaucoup moins, qu'il y avait plus de difficultés au niveau de l'exportation, que le prix du pétrole commençait à diminuer. Donc, on a commencé à avoir des difficultés et finalement, là, il a fallu se poser la question de savoir est-ce qu'on rogne sur les promesses sociales que l'on a faites ou est-ce qu'on trouve d'autres sources de financement. Et là, les nouvelles sources de financement, ça a été l'extractivisme avec le soutien du financement chinois dans un premier temps. Les Chinois ont financé des ouvrages de l'Équateur, des ouvrages pharaoniques, des barrages, des routes, des systèmes incroyables, tout ça en vue de permettre l'extraction de ressources naturelles de différentes choses. Et en même temps, en fait, en 2014, ça a été aussi un choc pour les Équatoriennes de se rendre compte que finalement, Correa redemandait le soutien de la Banque mondiale, alors qu'au début de son mandat, il avait fait un esclandre en chassant le représentant de la Banque mondiale d'Équateur. Et là, en 2014, en fait, il redemande des soutiens financiers à la Banque mondiale, donc on a l'impression d'un retour à la case départ. Voilà. Peut-être cet élément aussi de l'importance de la migration des Équatoriens, notamment qui sont allés en Espagne, travailler dans les entreprises d'export d'irrigation du sud de l'Espagne. Ça fait partie d'une partie de l'explication de ce qui s'est passé sur les deux rives. Et aujourd'hui, le problème des Équatoriens en Espagne, c'est que ceux qui peuvent revenir en Équateur essayent d'y aller, mais il y en a beaucoup qui sont coincés par l'endettement qu'ils ont aussi contracté en Espagne et qui se retrouvent dans la marginalité dans le pays.